On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce jeudi 2 décembre, le variant Omicron, bien parti pour devenir la forme dominante du coronavirus. Après l'Afrique du Sud, l'Europe à son tour gagnée par la contagion. Pour l'heure, c'est le variant Delta qui pousse les États à durcir leurs restrictions, notamment pour l'entrée sur le territoire des États-Unis, annonce faite à l'instant par Joe Biden. On se rendra à Washington dans les prochaines minutes. Washington, justement, et Moscou qui actent de leur désaccord lors d'une rencontre au sommet à Stockholm, échange Blinken-Lavrov, alors que les États-Unis soupçonnent toujours Moscou de vouloir envahir l'Ukraine. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, l'affiche inattendue du second tour de la primaire à droite. Les adhérents du parti Les Républicains ont qualifié le député des Alpes-Maritimes et la présidente de la région Île-de-France. Leurs adversaires, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, appellent tous à voter Pécresse pour le second tour. Résultat prévu samedi. Il est 20h30 à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. On ignore toujours s'il crée davantage de formes graves. Le variant Omicron sera en tout cas majoritaire sous peu en Europe. Dans les tout prochains mois, si les tendances actuelles se confirment, estime le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Pour l'heure, c'est toujours l'autre variant, le Delta, qui est à l'origine d'une flambée des contaminations dans l'hémisphère nord. Aux États-Unis, Joe Biden vient de prendre à nouveau la parole. Écoutez. Je suis ici pour vous annoncer notre plan d'action pour combattre le Covid-19 cet hiver. Il ne prévoit pas de couvre-feu ou de confinement, mais une accélération de la vaccination et des tests. Mathieu Mabin, vous êtes à Washington pour France 24. Qu'a annoncé Joe Biden ? Écoutez, avec cette nouvelle menace liée à l'apparition des variants Omicron inclus, Joe Biden est pris en tenaille entre sa volonté de ne pas handicaper l'économie américaine en imposant des mesures sanitaires contraignantes et l'obligation évidemment de protéger les Américains et parfois même contre eux-mêmes. Ce qui est nouveau par rapport au début de la crise sanitaire, c'est que l'administration Biden semble prendre des mesures à la carte cette fois et surtout se donner la liberté de réagir rapidement en fonction de l'évolution des courbes des contaminations. C'est la raison pour laquelle Joe Biden n'a pas décrété la fermeture des frontières, comme l'avait fait son prédécesseur de manière un peu hâtive. Pour le moment, le nouveau travel ban ne touche qu'un tout petit nombre de pays africains autour de l'Afrique du Sud, justement. Les voyageurs en provenance d'Europe, d'Asie, mais également du continent américain, sont déjà soumis à l'obligation de présenter un test négatif de moins de 72 heures, on le sait. Ce délai passera donc à 24 heures et pourra être complété par un second test dans les 3 jours suivant l'arrivée aux États-Unis et surtout par un confinement volontaire de 7 jours. Des mesures donc infiniment moins contraignantes que les précédentes pour les voyageurs d'affaires. Pour ce qui est des mesures dites intérieures au territoire américain, Joe Biden a annoncé que son administration redoublera d'efforts pour convaincre les quelques 60% d'Américains pleinement vaccinés de se voir injecter une 3e dose appelée ici le booster. Un effort vaccinal donc pour les États-Unis qui passe encore pour le mauvais élève en comparaison des chiffres européens en tout cas, dont le taux de vaccination est largement supérieur. Notons enfin que pour parvenir à se hisser au niveau des Européens, l'administration Biden a décrété l'ouverture massive de centres de vaccination et l'appel à la vaccination rapide des enfants dès 5 ans. Merci Mathieu Mabin avec nous en direct de Washington. Un entretien qualifié de franc, Anthony Blinken a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. L'occasion pour le secrétaire d'État américain d'évoquer les différends, notamment à propos des soldats russes que Washington soupçonne de vouloir envahir l'Ukraine. La Russie, elle réaffirme son attachement à sa propre sécurité. Écoutez. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences.
Voilà, et Anthony Blinken qui a ajouté à la suite de cet entretien que Joe Biden et Vladimir Poutine auront l'occasion de se parler dans un avenir proche, sans qu'on sache s'il s'agit d'une rencontre ou bien d'un entretien téléphonique. Retour sur les différents événements à présent qui ont cristallisé les tensions entre l'Occident et la Russie à propos de ce territoire, l'Ukraine. Julien Cheida. Maïdan, la place de l'indépendance à Kiev, le théâtre de plusieurs révolutions en faveur de la démocratie. En novembre 2013, des milliers de manifestants se dressent contre Viktor Yanukovych. Le président ukrainien pro-russe refuse de signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Rapidement, le centre de Kiev devient une zone de guérilla urbaine. Face à la contestation, le chef de l'État quitte le pays en catimini. Dans le sud, des mouvements séparatistes pro-russes prennent le contrôle de bâtiments gouvernementaux en Crimée, une région à majorité russophone. Quelques mois plus tard, lors d'un référendum non reconnu par la communauté internationale, ses habitants votent pour le rattachement de la péninsule à la Russie. Sébastopol et la Crimée sont de retour en Russie. Vous, les vétérans, nous avez transmis les valeurs fondamentales de l'unité. Un mois plus tard, les séparatistes, avec l'appui des militaires russes, prennent le contrôle de la région du Donbass. Kiev lance sans succès une opération militaire pour reprendre les zones rebelles. D'après les observateurs, la Russie veut à tout prix conserver l'Ukraine dans sa zone d'influence en raison de leurs liens historiques, même si une partie du pays lui tourne aujourd'hui le dos. Vous avez quand même tout l'ouest de l'Ukraine qui n'est pas très russophile et qui est très attaché à la coopération avec l'Union européenne. Et je pense que le président Poutine en est conscient. Ce qu'il veut, c'est exercer des pressions sur la partie est, qui est vraiment russophone. Il y a énormément de liens familiaux, sociaux, etc. avec la Russie. Le Donbass est depuis ce jour le théâtre d'un conflit meurtrier. Malgré plusieurs accords de cessez-le-feu, le bruit des armes n'a jamais vraiment cessé. Plus de 13 000 personnes ont perdu la vie. Depuis, les relations entre l'Occident et Moscou n'ont fait que s'aggraver. En dépit des condamnations internationales, la Russie continue d'utiliser le conflit comme moyen de pression diplomatique. En avril dernier, plus de 100 000 militaires russes s'étaient regroupés à la frontière à l'est de l'Ukraine. Un simple exercice militaire d'après Moscou. L'Europe et les États-Unis avaient quant à eux dénoncé une énième provocation de la Russie. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, l'affiche du second tour de la primaire, les Républicains a de quoi surprendre. Les adhérents ont placé en tête le député des Alpes-Maritimes, connu pour ses positions droitières. Il devance de moins d'un point la présidente de la région Île-de-France. Suivent dans un mouchoir l'ancien négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, puis le président de la région Hauts-de-France, pourtant donné favori des sondages, Xavier Bertrand. Et tous deux apportent leur soutien à Valérie Pécresse, tout comme le bon dernier Philippe Juvin pour le second tour, dont le résultat lui sera connu samedi. Portrait croisé à présent des deux finalistes par Théa Bazdarevitch. Un duel final entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Parti comme outsider, le député des Alpes-Maritimes a créé la surprise en terminant en tête du premier tour. Représentant d'une droite dure, ce spécialiste des questions migratoires aligne les propositions choc. Préférence nationale sur l'emploi et le logement, retour au droit du sang ou encore un Guantanamo à la française pour lutter contre le terrorisme. En matière de sécurité, Éric Ciotti promet des peines minimales automatiques pour les agresseurs des forces de sécurité et prône la perpétuité réelle. Un message de bon sens. Tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Tu es étranger, la France t'accueille, tu commets un délit en France. La réponse, c'est la prison et l'avion. En face, la patronne de l'Île-de-France, celle qui se décrit comme 2 tiers Merkel et 1 tiers Thatcher, propose un référendum contre l'immigration de masse ainsi que l'instauration de quotas annuels. La candidate proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy veut également faire de la revalorisation du travail une priorité. Parmi ces mesures phares, la fin des 35 heures, la libre fixation du temps de travail en entreprise ou encore le départ à la retraite à 65 ans. Les deux finalistes doivent encore être départagés lors d'un ultime vote ce week-end. Le nom du gagnant sera dévoilé samedi. Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, tous les trois éliminés de la course à l'investiture LR, ont déjà apporté leur soutien à Valérie Pécresse.